Nous pouvons commencer? Très bien, merci beaucoup. Alors, merci à ceux qui sont venus d'être là. Je vais commencer par présenter les participants donc, à cette table ronde intitulée « Le même et l'autre », de la ville antique à la ville islamique. Donc, Jean Balty, à ma droite, qui a été très longtemps directeur de la mission archéologique belge d'Apamée de Syrie, qui est un éminent spécialiste d'archéologie et d'histoire de l'art romain. Donc Jean-Marie Denser, dont le nom figure sur le programme et qui devait être avec nous, n'a malheureusement pas pu venir et Pierre-Marie Blanc a accepté de le remplacer au pied levé, c'est pourquoi je le remercie. Donc Pierre-Marie Blanc est membre du CNRS et il est donc l'actuel directeur de la mission archéologique en Syrie du Sud, donc il travaille en particulier à Bostra depuis des années. Marie-Odile Rousset est chercheure au CNRS et spécialiste d'archéologie islamique et Jérémy Chitecat est aussi chercheur au CNRS et spécialiste de l'archéologie de la péninsule arabique à l'époque pré-islamique. Je m'appelle Catherine Saliou, je suis professeure d'histoire romaine. Dans le titre de cette table ronde, ou plus exactement dans le sous-titre, il y a un malentendu possible. En effet, l'expression de la ville antique à la ville islamique suppose un parcours avec un point de départ et un point d'arrivée fixe et connu, ce qui n'est pas le cas. La notion de ville islamique est une notion qui a été justement critiquée. Comme l'avait bien expliqué André Raymond, grand spécialiste des villes arabes de l'époque ottomane, la ville islamique, ce qu'on appelle la ville islamique, est une création de l'orientalisme français dans les années 20-30 du XXe siècle. L'émergence de cette notion s'inscrit dans une tendance très fréquente en histoire, et normale, somme toute, qui consiste à associer à un type de ville à une période, une ère culturelle ou à ce qu'on appelle une civilisation. Parler de ville en terre d'islam serait plus neutre et assurément préférable, en précisant l'ère géographique considérée. La notion de ville arabo-islamique, souvent utilisée, est considérée comme interchangeable, presque interchangeable avec la notion de ville islamique. Quoi qu'il en soit, la notion de ville arabo-islamique restreint le champ d'investigation au domaine arabe et on va se limiter ici au Proche-Orient. Toutefois, même ainsi réduite, la notion de ville arabo-islamique renvoie à une construction intellectuelle, à un modèle intemporel et donc anhistorique, élaboré par les orientalistes donc, à partir des réalités qu'ils pouvaient observer à Damas et Alep, par exemple, et des vestiges et documents d'un passé plus ou moins lointain. On peut en rappeler brièvement quelques principaux traits: centralité de la grande mosquée, importance du ou des souks, importance des hammams, fragmentation de l'espace en quartiers bien distincts, repli sur soi de l'espace privé, organisation des circulations associant des rues traversantes et des arborescences de ruelles se terminant en impasse. Certains aspects de ce modèle, et en particulier les deux derniers cités, ce qui concerne donc le repli sur soi, l'espace privé et l'organisation des circulations, donc ces aspects se retrouvent à d'autres périodes ou ailleurs que dans le monde arabo-islamique. Et on parle parfois de tradition orientale à ce propos, ce qui est un des éléments de critique de la notion même de ville arabo-islamique. Par ailleurs, les modalités de la constitution de ce modèle sont mal connues et discutées, et justement, on va peut-être essayer d'y réfléchir aujourd'hui. En fait, on pourrait appliquer exactement le même type de critique à la ville antique. Il n'y a pas une ville antique, mais en particulier au Proche-Orient, des villes d'origines très diverses et qui sont passées à travers diverses phases d'évolution, parfois communes à l'ensemble des villes, le plus souvent différenciées. Surtout, et on y a beaucoup insisté ces dernières années, ce sont des acquis de la recherche récente, les villes du Proche-Orient, lors de la conquête musulmane, qui commence en 634 et s'achève en 640, sont des villes tardo-antiques, plus que des villes simplement antiques. La christianisation de la société, depuis le début du IVe siècle, a été accompagnée de mutations profondes du paysage urbain, que l'on commence seulement de nos jours à pouvoir décrire avec une certaine précision. L'économie régionale, dès avant la conquête, a commencé une sorte de basculement qui a fait tomber dans un relatif étiolement les villes côtières, cependant que les villes et les bourgades de l'intérieur ne font que croître et prospérer en revanche. Quoi qu'il en soit, le Levant romain, tel qu'il fut conquis par les troupes musulmanes,
était un territoire anciennement et profondément urbanisé, où la cité constituait toujours la forme par excellence de la vie collective. La genèse de la ville arabo-islamique semble donc y correspondre à la transformation de la ville antique sous l'effet des modifications consécutives à la conquête. Il est certain, en tout cas, que pour comprendre la genèse de la ville arabo-islamique, ce qui est une façon de contribuer à la critique de cette notion, il faut la replacer dans la longue durée de l'histoire de la ville dans le monde arabe. L'histoire de la ville, ou dans l'ère correspondant au monde arabe. L'histoire de la ville est nécessairement une histoire plurielle. Elle peut être approchée soit dans une perspective économique et sociale, soit dans une perspective institutionnelle, soit dans une perspective plutôt morphologique et formelle. Dans le cadre de cette table ronde, qui réunit 4 archéologues de terrain, nous allons partir de la ville telle qu'elle est, sous sa forme la plus concrète, ou plus exactement et plus modestement, on va partir de quelques villes particulières telles que l'on peut penser qu'elles ont été à certains moments. Et c'est à partir des réalités concrètes que l'on tentera de proposer quelques pistes de réflexion. Et donc c'est à partir de l'évolution de ces villes singulières que l'on s'interrogera sur le devenir d'un éventuel modèle urbain. En filigrane, le passage du pluriel des villes au singulier du modèle pose la question de la nature du lien qui unit les formes urbaines et l'évolution historique des sociétés, mais c'est une question qu'on peut juste poser, je pense. Les exemples, donc je vais présenter brièvement les exemples que nous allons utiliser. Donc, Apamé en Syrie du Nord et Bosra en Syrie du Sud. Donc, vous les voyez sur Apamé, Bosra. Donc, les exemples d'Apamé en Syrie du Nord et de Bosra en Syrie du Sud permettent d'étudier l'évolution dans la longue durée de 2 villes très importantes dans l'Antiquité classique et tardive, et dont l'évolution après la conquête est différenciée. Alors, Kalkis Kinasrin, située dans la steppe syrienne, donc vous la voyez sur cette carte-là, est dans l'Antiquité une cité de moindre envergure, et c'est précisément après la conquête qu'elle se développe. Enfin, c'est ce qu'on va voir. En 1999, dans un article sur la notion de ville arabo-islamique, justement, André Raymond déplorait que les caractères de la ville arabe pré-islamique nous échappent encore presque entièrement, alors que, bon, aucune réflexion sur la genèse de la ville, disons, arabo-islamique ne peut se passer d'une réflexion sur la ville dans la péninsule arabique à l'époque pré-islamique, justement. Or, il se trouve que Jérémy Chitokat est l'auteur d'une thèse récemment publiée sur les villes de la péninsule arabique à l'époque pré-islamique, et donc son apport nous sera précieux. Et donc, je passe la parole, pour commencer, donc à Apamé, c'est-à-dire à Jean-Charles Baldi. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, le fait de commencer par Apamé me permet de montrer, enfin de rappeler par l'image ce que Catherine Saliou vient de vous dire. C'est-à-dire que, en réalité, la ville gréco-romaine dont nous allons partir ce matin s'inscrit dans une très longue tradition urbaine au Proche-Orient, à la différence de certaines villes ou fondations grecques ou romaines de l'Occident. Et c'est ce que cette première image vous montre, puisque effectivement c'est sur un... Oh là, pardon, excusez-moi. La marche arrière, je ne sais pas... Non. Voilà. La ville gréco-romaine s'étend en réalité sur le plateau, ici à l'est de la citadelle. Or, c'est sur la citadelle que se trouve le village actuel, c'est sous la citadelle médiévale, nous y reviendrons en terminant, c'est sous la citadelle médiévale, sur les pentes même de cette surélévation par rapport à la vallée de l'Oronte, que se trouve un tel ma foi, en tout cas proto-historique et peut-être même préhistorique. Diapositive suivante, on y va. Voilà. Je voulais simplement vous montrer ce qui a été découvert dans les années 60 sur le flanc est et le flanc sud du Tel, c'est-à-dire des éléments d'industrie lithique remontant au néolithique ou à l'énéolithique, en particulier ces lames de fossiles, mais également beaucoup plus bas sur le Tel. Nous avons eu l'occasion de faire un certain nombre de sondages, et ces sondages nous permettent de remonter au moins jusqu'à la première moitié du 4e millénaire avant notre ère, avec un type de céramique que l'on rencontre ailleurs au Proche-Orient. La suivante, nous avons là toute une séquence de fonds de silos. On est à
la périphérie du Tel, donc ce n'est pas vraiment au centre même de l'habitat, puisqu'il y a le village actuel dessus, mais il y a là un certain nombre de silos et de sépultures, dont notamment plusieurs sépultures importantes du bronze ancien. Nous nous trouvons donc autour de 2500-2300 avant notre ère, et puis toute une séquence du bronze moyen jusqu'à l'âge du fer, superposée très, très systématiquement sur toute l'épaisseur du Tel. La suivante. Je voulais également rappeler qu'il y a donc une véritable permanence de l'habitat à cet endroit-là, puisque sous une église byzantine au centre de la ville antique, la ville gréco-romaine et byzantine, a été trouvée en 1937, lors des toutes premières fouilles de la mission archéologique, une stèle dont on connaît d'autres exemplaires, un à Rastan et l'autre dans la steppe. Marie-Odile vous en dira peut-être un mot tout à l'heure. Une stèle qui rappelle que le roi Urhilina, donc le roi de Hama, nous sommes là au milieu, grosso modo, du 9e siècle avant notre ère, avait construit un temple à la déesse Baalat. L'image suivante nous rapproche de la période gréco-romaine proprement dite, mais nous ne sommes pas encore dans la ville, dans ce qui sera la ville d'Apamée. On est toujours sur les pentes du Tel. C'est là qu'a été retrouvé ce couvercle de pyxide attique. On est dans la deuxième moitié du 5e, premières années peut-être du 4e siècle avant notre ère, ce qui vous montre que ce matériel attique pénètre déjà assez profondément, pas simplement sur la côte, mais jusque dans la vallée de l'Oronte. Donc c'est une chose importante avant les véritables fondations elles-mêmes. Or, ces fondations, il faut y revenir, Henri Seyrig avait déjà suspecté que nombre d'entre elles n'étaient que des substitutions ou étaient le résultat de déplacements de sites antérieurs, de sites proto-historiques. Et si l'on regarde justement là où se sont installés les Séleucides, donc dans les dernières années du IVe siècle avant notre ère, on se rend compte que beaucoup de ces sites se trouvent à proximité, sinon sur des anciens sites du IIIe et du IIe millénaire. À Apamée, c'est vraisemblablement là qu'était localisée la ville de Nia, dont il est question dans des textes égyptiens et dans des textes hittites. Et c'est dans la vallée de l'Oronte, dans ces parages-là, qu'un des Toutmès allait chasser l'éléphant. Laodicée, l'attaquier, se trouve à 9-10 km d'Ougarit. Séleucide Pierry se trouve à quelques kilomètres à peine d'Almina. Donc nous sommes là toujours sur des sites antérieurs à cette colonisation grecque. Et Antioche même se trouve à l'autre bout de l'Amouk, pratiquement reprend en quelque sorte un certain nombre de fonctions de l'ancien site d'Al-Alakh. Je ne parle pas d'Alep, qui, vous savez, se trouve sur le site même et autour même du site de la vieille Alep, donc un site, un tel également, proto-historique. Donc il y a là un élément tout à fait clair de cette permanence dans la longue durée. Les images suivantes vont vous montrer quelque chose qui est évidemment essentiel pour la structure même de cette ville gréco-romaine. C'est dès le début, alors il y a un long débat dans lequel il ne faut pas entrer aujourd'hui, un long débat pour savoir si ce type de plan orthogonal est un plan d'origine grecque ou bien s'il est uniquement dû aux reconstructions de l'époque romaine. Pendant très longtemps, on a pensé que la grande colonnade d'Apamée, que vous connaissez tous au moins par l'image, n'était en réalité qu'elle est du IIe siècle de notre ère, mais on a toujours pensé qu'elle pourrait remonter beaucoup plus haut. Et nous avons eu la chance, dans les derniers sondages effectués près de la porte nord, donc à cet endroit-ci, de nous rendre compte qu'il existait par endroits en dessous des vestiges d'une colonnade plus ancienne, qui nous montre bien que je pense que plusieurs de ces villes de la tétrapolis, donc les 4 grandes villes, Apamée, Antioche, Séleucide Pierry, Apamée, Laodicée-sur-Mer, faisaient partie d'un véritable système urbain organisé par les Séleucides, avec chaque fois une ville portuaire et une ville de l'intérieur du pays.
Et précisément, la fonction d'Apamée était le centre militaire. C'est là que se trouvaient les haras de l'armée séleucide, c'est là qu'étaient les éléphants de l'armée séleucide, donc les blindés de l'époque, si vous voulez. C'est de là que partaient toutes les expéditions contre les Lagides vers le sud de la Syrie, vers la Palestine, vers l'Égypte, donc en quelque sorte. Donc ce sont des plans qui ont, comment dirais-je, organisé toute la vie urbaine à partir de la fin du IVe siècle avant notre ère, jusque et y compris les premières phases de la ville arabo-islamique, disons, en tout cas pour les périodes omeyyades et abbassides pour ce qui est d'Apamée. Les images suivantes voudraient également évoquer l'importance de l'arrière-pays. Je vous ai dit chaque fois une ville portuaire et une ville vers l'intérieur du pays, avec un très riche hinterland, ce que vous avez par exemple pour Apamée, tous les points de cette carte qui sont parfois simplement éloignés de 3-4 km, ce sont des villages, ces fameuses villes mortes, les villages de la Syrie du Nord, du massif calcaire de la Syrie du Nord, donc bien étudiés depuis déjà longtemps et en particulier par Georges Tchalenko, dont je vous montre une des cartes. Alors, l'image suivante, c'est évidemment pour vous rappeler cette grande colonnade avant certains travaux de restauration et après. Cette grande colonnade qui va donc drainer toute la vie et organiser toute la vie. Il faut bien se rappeler que ce sont plusieurs kilomètres de colonnes, en quelque sorte. Or, nous nous trouvons sur une ligne importante de faille de l'écorce terrestre et cette ville, comme Antioche, a été soumise à de très très violents et très fréquents tremblements de terre. À Antioche, les historiens d'Antioche comptaient les tremblements de terre. On disait le 8e, le 9e, le 10e tremblement de terre. Bon, les tremblements de terre importants, c'est d'abord celui de 115, en décembre 115 de notre ère. Toute la ville a pratiquement dû être reconstruite à la suite de ce tremblement de terre. Et donc ce que vous voyez aujourd'hui remonter, c'est effectivement la ville du IIe siècle de notre ère. Et cette ville du IIe siècle a été complètement abattue par un double tremblement de terre en 526 et en 528, donc à 18 mois d'intervalle. Ce que le premier n'avait pas réussi à détruire, le second s'en est occupé. Et la ville a donc dû être complètement reconstruite, ou en partie par quartier peut-être. Nous n'avons pas tout fouillé, bien loin de là. A dû être reconstruite à l'époque byzantine au VIe siècle. Enfin, dernière étape importante, les tremblements de terre du Moyen-Âge, qui vont vous expliquer beaucoup de choses. Le tremblement de terre aussi à quelques années d'intervalle, 1157. En 1157, les historiens arabes et géographes vous donnent la liste de toutes les villes de la région qui ont été détruites par le tremblement de terre. Apamée figure, Afamia, dans la liste du tremblement de terre de 1157. En 1170, au tremblement de terre suivant, il n'en est plus question. Et la ville s'est à ce moment-là repliée sur l'ancienne citadelle. Et donc je pense qu'on pourrait montrer voilà, l'image de la citadelle. Merci Catherine. C'est dans ce circuit de remparts donc, qui ont été remontés facilement avec des éléments certainement de la ville antique, en particulier du théâtre qui se trouve en contrebas à droite de la diapositive, ici en face, que la citadelle a été construite et elle présente à certains endroits, dans certaines tours, la diapositive suivante vous le montrera, vous montre des inscriptions, certaines tours sont datées. Et donc là, vous avez une tour datée du sultanat d'Al-Malik al-Zahir Ghazi, donc de 1205-1206 de notre ère, en 602 de l'Hégire. Alors si vous pouviez revenir juste un bref instant sur le développement de la colonnade. Je voudrais également insister donc, sur ces toutes dernières phases pour pouvoir faire le lien avec les autres exposés, en vous montrant que le schéma que Jean Sauvager a présenté là et qui me paraît très très significatif, que j'ai toujours beaucoup aimé et que je défends malgré certaines oppositions, il montre successivement comment on passait. Les exemples sont choisis en différentes villes antiques, à Latakia en particulier, mais également à Jérusalem et à Damas. Il montrait comment on partait d'une ville avec une grande rue à portiques et à colonnades et avec des boutiques de chaque côté, comment par empiètement successif sur les portiques et puis sur la voie même, on en arrivait à une espèce de structure de souk. Alors, en réalité, Sauvager datait cela beaucoup trop bas. Si je me souviens bien, il datait ça du XIe siècle. Or, nous pouvons
pour ce qui est d'Apamée en tout cas, et Palmyre en a de très bons exemples aussi, à Apamée en tout cas, on peut dater du début du 7e siècle, au moment de l'occupation perse, des raids perses, et immédiatement après, on commence à apercevoir des empiètements de boutiques construites à la va-vite dans les portiques même de la grande colonnade, et y compris sur la chaussée elle-même, à telle enseigne que la chaussée se trouve ramenée. Vous voyez qu'on a démonté des dalles de chaussée et on les a mises dans le portique. Donc à un certain moment, on circulait, vous avez les traces d'ornières de charrois, on circulait donc en charrette sous les portiques de la colonnade, qui étaient peut-être d'ailleurs déjà en partie détruits, mais pas entièrement, puisqu'on a trouvé en fouille des éléments de colonnes qui avaient basculé sur ce portique récupéré pour le trafic. Donc il y a là, vous le voyez, une très longue durée, une occupation importante du site, depuis bien plus haut que l'époque gréco-romaine, comme on l'avait pensé au début, donc infiniment plus haut, et qui vous montre que la ville n'a pas été détruite, comme on le trouve encore écrit dans certaines encyclopédies, même récentes. La ville n'a pas été détruite, d'une part, ni par la conquête arabe, puisque nous avons trouvé également des éléments importants à différents endroits, non loin de la grande colonnade. La diapositive suivante vous le montrera, puisque la direction des antiquités de Syrie a trouvé dans les années 69-70 une petite mosquée établie dans le portique de la colonnade, elle aussi, à au moins 1,20 m, presque 1,50 m de hauteur au-dessus du niveau de la ville antique, une petite mosquée dont je vous montre encore la cour. Le mihrab avait basculé dans le portique au moment de la fouille, et la salle de prière de la mosquée se trouve ici à l'arrière, avec un petit escalier contre une grosse colonne antique qui permettait d'arriver à une sorte de plateforme d'où pouvait se faire l'appel à la prière. Nous avons également beaucoup de céramique médiévale, mais là je ne voudrais pas insister, mes collègues vous en parleront, donc je m'arrête là et je leur passe immédiatement la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, Pierre-Marie Blanc va nous parler de Bosra. Merci beaucoup. Donc nous passons à une autre ville importante du Proche-Orient antique et arabo-islamique, Bosra, et à son insertion dans un environnement géopolitique et commercial, et à l'échelle de ces époques basé sur un commerce caravanier de biens souvent à très haute valeur ajoutée, pourrait-on dire, comme l'encens et la myrrhe, sur lesquels s'est en partie fondée la richesse de peuples nomades comme les Nabatéens, dont la capitale était Pétra, qui est bien connue parmi vous. Vous avez cette carte montre Bosra ici, Pétra, et l'ensemble, une partie des routes caravanières de cette époque-là. Les quelques éléments que je vais vous présenter sont issus de travaux collectifs menés grâce au ministère des Affaires étrangères et au développement international par la mission archéologique française en Syrie du Sud, initiée par le professeur Jean-Marie Denzer, qui s'appuie également sur une équipe CNRS dont j'ai la responsabilité à Nanterre. Voici une carte de répartition plus resserrée qui montre la position de Bosra, ou Bostra, à l'époque des Romains, au cœur d'un réseau de voies qui explique une partie de son succès et de l'importance en tant que nœud de circulation, de réseau, pourrait-on dire, pour cette région, qui est une région basaltique. Le sud de la Syrie est caractérisé par la présence de ce matériau, l'omniprésence de ce matériau, peut-on dire. Bosra était situé aussi sur un plateau qui provient dont les argiles proviennent de la pédogénèse de ce matériau, qui se retrouve donc à la fois comme matériau de construction, avec une très grande longévité, mais aussi d'une très grande richesse pour les cultures, comme nous allons le voir. Cette image de la Bosra actuelle, enfin assez récente, va-t-on dire, vous montre la complexité de la problématique qui nous attend sur la ville, c'est-à-dire qu'il y a une grande continuité d'occupation jusqu'à nos jours. La ville est toujours habitée, et donc vous reconnaissez un certain nombre de bâtiments antiques, comme par exemple ici une partie d'arc de triomphe, un certain nombre de colonnades aussi sont visibles ici, et avec aussi les constructions d'éléments de mosquées, avec un bâti actuellement encore occupé de façon très intéressante pour un archéologue qui s'intéresse à la ville, puisqu'on peut voir continuer à fonctionner les différentes composantes de cette ville.
Alors la position de Bosra semble assez paradoxale parce qu'il y a assez peu de ressources en eau dans la ville même. Il y a une seule source qui est attestée, une source pérenne, qui est située ici, dans la ville. Et les époques, dans l'évolution de l'occupation de la ville, on a eu recours, quand on avait besoin de plus en plus d'eau, de dérivation des wadis, qui sont les rivières donc non pérennes. Un wadi passe au nord de Bosra, un autre passe au sud. Et pour amener l'eau ici, il a fallu procéder à des dérivations, donc un travail d'ingénieur assez pointu, qui permettait d'alimenter qui un aqueduc, qui des canaux aboutissant à des grands réservoirs à ciel ouvert. Nous allons le voir. Vous avez en bas une image du wadi, qui était un des wadis de la ville, qui est à sec, donc une grande partie de l'année, mais sur lesquels il était nécessaire de faire des ouvrages d'art afin de permettre la circulation. Pardon, la suivante, s'il te plaît. Et donc là, vous avez une image de la source actuelle de Bosra, quand elle est en eau. Et puis là, un des très grands réservoirs de la ville, qui mesure 160 mètres à peu près de côté, de 10 mètres de profondeur, et qui permettait de stocker d'énormes quantités d'eau, qui servaient, à la suite, s'il te plaît, qui servait donc pour alimenter des jardins et alimenter bien sûr les populations et alimenter aussi les cultures. Une des grandes richesses de la région est la culture céréalière. Vous avez en haut une image un petit peu ancienne maintenant du dépiquage du blé par des moyens traditionnels dans les années 1980 encore. La suivante. Alors ce que l'on sait de Bosra pour la partie historique remonte maintenant à la suite de nos travaux en fait au tout début du 6e millénaire de notre ère, la découverte de silex très caractéristiques de ces époques-là. Pas d'habitat encore illustré, mais vous avez ici sur cet arbre chronologique l'ensemble des périodes qui ont été retrouvées à Bosra. Donc on démarrait maintenant de 6000 jusqu'à nos jours. Et les couleurs que vous trouvez là, le code de la charte graphique, vous allez la retrouver sur les plans suivants. Donc c'est une période nabatéenne qui est ici en bleu, une période romaine en rouge, une période byzantine en mauve, et puis la période arabo-musulmane en vert au-dessus. Merci. Et donc ces plans qui sont dus pour grande partie à Thibaut Fournet, l'architecte de la mission, vous montrent l'évolution de la ville telle qu'on peut la comprendre à partir d'un très gros tel de l'âge du bronze qui a été identifié dans la partie ouest de la ville, qui mesurant une vingtaine d'hectares, est un des plus gros du sud syrien. Un tel qui a été muni d'un rempart au 2e millénaire avant notre ère. Et puis progressivement, la ville se développe vers l'est, à l'époque nabatéenne, vers le centre de la ville actuelle, avec la construction en particulier d'un élément tout à fait emblématique qui est l'arc dit nabatéen à Bosra, qui vient clore un des axes intérieurs importants de la ville, un grand axe est-ouest. La suivante, s'il te plaît. Ensuite, très rapidement, la ville romaine va voir le développement d'éléments typiques des éléments de défense romains. Vous avez le camp romain prend place ici au nord de la ville, et puis un grand nombre d'édifices de spectacle, d'édifices pour les soins du corps, comme par exemple les thermes, dont vous avez une image ici, s'installent à l'intérieur du centre-ville et vont articuler différents quartiers à l'intérieur de la ville de Bosra, à partir d'une date tout à fait bien calée, enfin, si on peut dire, qui est 106-107 de notre ère. C'est l'annexion par Rome de l'ancien royaume nabatéen, une annexion qui se fait certainement de façon très, très douce, mais qui donne le contrôle aux Romains de toute une province qui va s'étendre jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'à la ville d'Egra, par exemple, dans le nord de l'Arabie Saoudite. Et la province romaine qui est créée à l'issue de cette conquête va reprendre exactement l'emprise du royaume nabatéen de cette dernière phase. Donc voilà, pardon pour ce petit retour en arrière. La ville va continuer à se développer, donc vous avez là les grands éléments qui vont la structurer, les édifices de spectacle, le théâtre dont on reparlera tout à l'heure, un très grand hippodrome et la présence aussi d'un amphithéâtre qui fait une des caractéristiques de Bosra, étant une ville avec un certain nombre d'éléments comme ça de spectacle tout à fait important et avec une très longue durée d'occupation, puisque nous avons fouillé une petite partie de l'hippodrome et on sait qu'au IVe siècle, il y a encore des courses de chars qui s'y déroulent. La période, évidemment, une période faste, c'est le développement de la ville byzantine, qui va voir les éléments précédents sont conservés, puis on ajoute d'autres qui sont évidemment typiques du nouveau culte qui s'est installé à Bosra très tôt, puisque le premier évêque est attesté en 210. Et donc cette ville chrétienne
va prendre toute l'emprise que vous voyez ici. On a cessé de mettre la couleur parce qu'il faudrait la mettre partout. Tous les éléments sont maintenus en usage, c'est-à-dire que tout ce qui a été créé précédemment est entretenu. On rénove, évidemment, à la suite très certainement des problèmes liés au tremblement de terre qui sont également très nombreux dans le sud syrien. On rénove les aqueducs, on reconstruit les remparts, on reconstruit les bâtiments après leur destruction, mais tout ça dans la même trame, urbaine, qui est une trame assez orthogonale, mais pas non plus complètement, on va dire, idéalisée. Voilà. Alors bien sûr, la ville arabo-musulmane, Bosra, est une ville très importante à cette époque-là, puisque un certain nombre de textes qui ont trait à la venue du jeune Mahomet à Bosra, et en particulier, vous avez relaté par El-Tabari la rencontre de Mohamed avec un moine de Baïra à Bosra, donc un élément important, comme aussi une des premières mosquées installées sur la ville a été installée ici dans cet emplacement-là. Et le mihrab est un des premiers mihrabs semi-circulaires de la Syrie, à l'image du mihrab de Médine, certainement bâti très très tôt dans le 8e siècle. Voilà. Alors, donc à l'époque omeyyade, en fait, on voit une parfaite continuité d'occupation de la ville de Bosra. On n'a pas remarqué de destruction notable, il n'y a aucune destruction même. Par contre, de nouvelles constructions viennent prendre place. Alors on a évoqué les mosquées, mais ce n'est peut-être pas les premières constructions qui s'installent à Bosra. On a une maison qu'on a datée de l'époque omeyyade qui s'installe dans un quartier assez central, en respectant absolument les tissus urbains, le tissu urbain préexistant. Il n'y a pas du tout pour ce moment-là, pour cet endroit-là, d'empiètement. Par contre, à d'autres quartiers de la ville, qui nous a été donné d'observer, on a pu remarquer des empiètements assez précoces, d'époque omeyyade, par exemple dans le quartier de l'Arc nabatéen, ici, un certain nombre de maisons sont installées à l'époque omeyyade. Alors voilà cette maison omeyyade qui est assez spécifique aussi, avec une série de doges qui sont installés à l'intérieur et qui posent des problèmes qui n'ont pas été résolus dans un récent colloque, malheureusement. Voilà, donc une parfaite continuité d'occupation dans le tissu urbain. Si tu peux passer la suivante. J'attire votre attention sur une partie ici qui est assez intéressante aussi dans le développement urbain de Bosra. Où là, nous allons voir la suivante, s'il te plaît. Là, nous sommes à proximité de la mosquée dite d'Omar, qui est une mosquée bâtie vers 711-712. Nous allons voir un certain nombre pour ceux qui sont les mieux placés peut-être, d'empiètements, un peu comme Jean l'a montré il y a quelques instants, qui était très pédagogique. Vous avez ici un quartier de maisons omeyyades qui reprennent exactement le tracé de l'ancien portique de la ville tardo-antique. Et par contre, un petit peu plus loin, vous voyez que la mosquée, elle, va grignoter une partie de ce même portique. Là, vous avez le portique ouest et le portique est sont ici. Dans la partie orientale, le respect est parfait, alors que par contre, dans la partie nord, on commence à grignoter un petit peu d'espace. Et ce processus va se remarquer, surtout à Bosra, après le tremblement de terre, l'énorme, pourrait-on dire, tremblement de terre de 749, qui affecte une grande partie de la Jordanie et de la Syrie du Sud. Et après ces destructions certainement très importantes qui ont eu lieu, bien là, les destructions sont telles que le tissu urbain est altéré, et là de façon durable, jusqu'aux époques postérieures. Voilà, sur ce très beau dessin aussi qui est dû à Thibaut Fournet, on voit un peu la complexité du travail que nous avons à affronter en tant qu'archéologue urbain. Vous avez aussi au milieu ce petit personnage qui marche dans la ruelle. On situe l'image à l'époque mamelouk pour plus de simplicité. Le petit personnage marche pratiquement au niveau de la rue antique, hein, alors que sur les côtés, on accède à la mosquée par quelques marches et on accède à ce bain qui a été créé au XIVe siècle aussi par quelques marches. Vous voyez, il n'y a plus du tout d'horizontalité. Hein, c'est un des problèmes que l'on peut avoir lors de nos interprétations, c'est-à-dire qu'au milieu, on est plus bas que sur les côtés, en termes de chronologie. Hein, il n'y a pas de niveau absolu. Voilà, ici, une image à droite qui montrait cet empiètement avec une image de Madame Maury, là, qui montre la construction d'arcades en avant de la grande mosquée des Omeyyades et qui grignote la rue antique qui est ici en cours de dégagement par le service des antiquités. La suivante.
Alors, un des éléments aussi emblématiques de la ville, c'est le grand théâtre romain qui en fait une des caractéristiques, mais il a été conservé jusqu'à nos jours par, la suivante s'il te plaît, par sa fortification à partir de l'époque, à partir du XIe siècle, la fortification progressive de l'élément de base, et puis après l'ajout d'une très puissante fortification qui évolue jusqu'au XIIIe siècle. Voilà, la toute dernière. Et donc l'abandon de la ville, ou plutôt le déclin de la ville, est lié essentiellement à l'époque ottomane, au déplacement de la voie caravanière qui a passé directement de Damas à Bosra et qui se déplace vers Dera, une quarantaine de kilomètres à l'ouest, et qui fait que progressivement la ville va connaître une période de déclin et qui sera caractérisée à tel point que quand les premiers voyageurs au début du 19e siècle vont venir la visiter, ils vont parler de Bosra comme étant un village. Alors que nous, on a vu une ville, quand même une ville assez développée. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis un petit clin d'œil pour la population de Bosra qui nous aide depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Maintenant, Marie-Odile Rousset va nous présenter donc Kalkis. Alors, Kalkis-Kinasrin est une ville de Syrie du Nord. Cette fois-ci, on retourne en Syrie du Nord, parce que la Syrie est divisée en Syrie du Sud et Syrie du Nord pour les antiquisants, en gros. Donc Kalkis se situe à l'extrémité est du massif calcaire de Syrie du Nord. On a vu Apamé tout à l'heure qui se situait à l'extrémité sud. Et donc nous n'avons travaillé à Kalkis que 2 ans. Auparavant, diapositive suivante, la ville n'était connue essentiellement que par ce plan qui avait été dressé par l'architecte Jean Laufray et publié en 1945 et qui portait sur l'élément le plus visible, c'est-à-dire le tel. Donc ici, comme à Apamé ou ailleurs, on a une occupation qui est très ancienne et lorsque la ville est fondée, d'après les textes, par Séleucos au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en fait, on verra que c'est plutôt au IIe, d'après ce qu'on a retrouvé sur le terrain, la ville est fondée sur un site qui préexiste déjà. Donc les éléments topographiques qui sont préexistants sont pris en compte dans l'installation du site à l'extrême fin de l'époque hellénistique, notamment ce tel. La suivante. Donc, voici les travaux que nous avons conduits. Il s'agit essentiellement de prospection au sol, de prospection géomagnétique et de quelques sondages réalisés dans ce secteur-là, A, B, et puis un autre sondage ici. Alors, ces travaux nous ont permis d'éclaircir un peu quelle avait été l'évolution de cette ville depuis l'époque hellénistique jusqu'à l'époque islamique. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, on a pu distinguer différents secteurs sur la ville, donc le tel dont je vous parlais, qui en fait servi d'acropole durant toute la période considérée. Il a probablement été fortifié avec la construction d'un glacis, ce qui a un peu scellé toutes les couches antérieures, ce qui fait qu'on retrouve finalement assez peu d'éléments appartenant aux périodes les plus anciennes du site. On en retrouve plus sur le sommet de la montagne où une grosse nécropole de l'âge du bronze ancien et du bronze moyen a été retrouvée. Il y avait également une fortification de ce sommet à l'âge du bronze moyen qui appartient à un grand système de fortification qu'on a pu mettre en évidence ailleurs dans la steppe de Syrie du Nord au cours d'une autre mission de prospection qui concerne la région qui était sous la domination de la ville de Kalkis, au moins aux époques romaines jusqu'à l'époque islamique. On a repéré également des choses dans un secteur à l'extérieur de la muraille qui était visible et qui est la muraille byzantine, j'en reparlerai plus loin. Et le village moderne recouvre en grande partie le site actuel, ce qui fait que finalement, on a assez peu d'éléments visibles sur le terrain et je vous montrerai presque pas de photos du site parce que plus rien n'en subsiste finalement que la céramique ou que certains éléments architecturaux qui ont été conservés à l'intérieur des maisons du village. On a fait un inventaire, ce qui nous a permis de retrouver des éléments appartenant aux différentes périodes de la ville. Enfin, il y a un secteur de carrière et de nécropole qui se situe immédiatement à l'extérieur du grand phare. Donc les matériaux de construction
de la première ville de Chalkis ont été prélevés sur les flancs de la montagne. Donc la ville s'étale au pied des derniers contreforts du massif calcaire de Syrie du Nord. Donc les carrières ont servi pour la construction de la ville et ont servi également pour l'installation, diapositive suivante, de nécropoles, donc depuis l'époque romaine jusqu'à l'époque byzantine. Donc vous avez ici un plan d'un hypogée qui avait été relevé lors de la première visite du site au début du XXe siècle. Et puis, donc, ça, c'est vraiment le plus bel exemple de sculpture dont on dispose à Chalkis, mais on peut supposer qu'il y en a eu d'autres. Vous voyez ici un exemple de sculpture funéraire qui ressemble tout à fait à ce qu'on retrouve dans les autres grandes villes d'époque classique, que ce soit à Zeugma dans le sud de la Turquie ou la sculpture palmyrénienne, par exemple. Diapositive suivante. Donc, les éléments dont on dispose pour dire pour évoquer la période la plus ancienne à Chalkis sont, somme toute, assez ténus. Il s'agit essentiellement de céramique qui a été retrouvée dans un secteur assez limité, en contrebas du Tel, dans cette partie-là. Il s'agit notamment d'importations égéennes, donc des céramiques qui sont bien connues, de la sigillée, des céramiques fines, donc qui sont bien datées. Les plus anciennes datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. On peut corréler la localisation de ces céramiques hellénistico-romaines avec la présence d'une grande voie qui est la route actuelle qui arrive d'Alep jusque dans la ville de Chalkis, qui s'appelle Al-Ris actuellement. Et il y a aussi d'autres éléments dans la topographie actuelle, notamment cette route ici et cette route ici, que je trouvais curieux dès le début, parce qu'ils sont orthogonaux, alors que l'installation du village, donc la ville a été en partie abandonnée, comme Bosra après la fin de l'époque islamique classique, et elle n'a été réoccupée. Il n'y avait qu'un petit village à l'époque ottomane, elle a vraiment été reconstruite qu'à partir des années 50. Donc le village que vous voyez ici, l'essor de ce village date essentiellement des années 50, du XXe siècle. Et alors, ce qui était curieux, c'est pourquoi ces éléments orthogonaux dans un urbanisme, finalement, dans un plan du village qui est complètement différent. Diapositive suivante. On a eu la chance de pouvoir... Non, la précédente. On a eu la chance de pouvoir observer lors du creusement d'un canal pour l'irrigation, ici, un gros mur de 2,70 m de large avec des pierres taillées qui apparaissaient dans cette tranchée de construction. Et ce gros mur correspondait à une trace de 800 mètres de long qu'on avait pu repérer sur les photos aériennes anciennes ainsi que sur les images satellites de type Google Earth. Ce qui nous permet de dire que ce rempart qu'on a retrouvé dans cette tranchée, dans ce canal, s'étalait probablement sur 800 mètres de long. Il est à rattacher avec ces autres éléments, avec des éléments dans la topographie, qui nous permettent de reconstituer, de supposer qu'il pouvait y avoir une première installation à partir de la fin du IIe siècle avant, qui occupait une surface d'environ 150 hectares. Ces 150 hectares, si on les compare avec d'autres grandes villes de Syrie du Nord, au moins pour la fin de l'époque hellénistique, c'est une surface qui est tout à fait semblable, tout à fait comparable avec ce qu'on a dans d'autres villes. Alors que Chalkis est une ville quand même, somme toute, de province à cette époque-là. Alors elle a été édifiée comme ville de garnison, la suivante, et c'est un aspect qu'elle va conserver durant toute son histoire jusqu'à l'époque islamique. Ici, donc, on a des traces d'un premier accès qui pourrait être corrélé avec l'axe qu'on a vu précédemment et la première ville de Chalkis. Dans la prospection géomagnétique, on remarque des alignements, donc ça c'est la prospection géomagnétique du sommet du Tel, des alignements qui peuvent se rattacher avec ce premier accès à l'acropole, et d'autres, notamment cet axe-là, qui sont à relier plutôt avec un accès par l'est de la fortification. Alors la suivante. Cet accès
qui a été fait dans un deuxième temps, est relié à l'utilisation, à la construction de la ville à l'époque byzantine. Alors là, on a un élément de datation très intéressant, c'est ce linteau qui est conservé sur une des portes d'entrée de la ville, ici, et qui mentionne la restauration des murs sous Justinien en 550, après les attaques des Perses. Justinien a restauré toute une série de villes en Syrie du Nord, par exemple à Zalabiyé, et ces restaurations sont connues par un texte de Procope de Césarée. Donc ici, on a à la fois la mention textuelle et l'inscription sur le linteau. On a retrouvé un autre linteau avec exactement la même inscription de ce côté-ci, ce qui nous permet de restituer au moins 2 portes et sans doute un croisement des voies de circulation comme ceci, qui pourrait reprendre les voies de circulation et qui est orienté selon les mêmes axes que les voies de circulation qui ont pu exister précédemment. La suivante. À l'époque byzantine, on va revenir brièvement en arrière. À l'époque byzantine, donc on a cette ville, la diapositive précédente. Voilà, on a cette ville intramuros, mais en fait les prospections ont montré que l'occupation de la ville du VIe siècle n'était pas limitée à l'intérieur des murs fortifiés, mais qu'il y avait également des secteurs à l'extérieur de la ville qui étaient occupés, notamment ce secteur au nord. Alors là, on a les traces visibles dans la prospection géophysique, et puis on a fait un sondage dans ce secteur-là, la diapositive suivante, qui montre que c'était dans lequel on a trouvé un bain qui a été d'abord construit au 5e, 6e siècle et reconstruit au début de l'époque islamique et en activité jusqu'au 9e siècle. Donc ces secteurs extérieurs de la ville étaient occupés, mais pas uniquement par des secteurs industriels, dont on a retrouvé des traces également, mais avaient un certain caractère résidentiel aussi. Et c'était... donc, on a ce type de secteur dans d'autres villes, par exemple à Homs ou à Alep, qu'on appelle des haders, qui étaient des faubourgs où les caravanes déchargeaient leurs marchandises, les marchandises qui ne pouvaient pas rentrer dans les villes. Les chameaux, souvent, ne pouvaient pas, je ne sais pas ce qu'il en est à Bosra, on pourra en discuter, les chameaux ne pouvaient pas rentrer dans la ville parce qu'ils avaient des chargements trop importants, donc ils déchargeaient d'abord et simplement les marchandises rentraient dans la ville. Donc, une activité commerciale à l'extérieur de la ville. Suivant. On a retrouvé des éléments aussi pour interpréter quelle avait été l'occupation au début de l'époque islamique à Kinasrin. Alors au début de l'époque islamique, la conquête de la ville de Kelkis, les sources écrites ne sont pas très précises sur la conquête de la ville de Kelkis, il y a plusieurs hypothèses, mais on sait entre autres qu'un traité a été négocié avec les Byzantins qui habitaient dans la ville, un traité pour 1 an disant que la population byzantine pouvait, si elle le voulait, si elle le souhaitait, quitter la ville et ne pas subir la domination musulmane. Au bout d'1 an, quand le traité, l'année a été expirée, les musulmans ont pris la ville, mais la ville n'a pas été détruite. On a retrouvé, donc, pensez à la ville, on a une description aussi du 9e siècle qui correspond tout à fait au plan de la ville byzantine, c'est-à-dire une acropole avec une ville basse fortifiée. Mais on a découvert un élément qui domine l'ensemble, qui est installé sur le sommet de la montagne. Ici, vous avez les carrières dont je parlais tout à l'heure, qui est installé sur le sommet de la montagne. Il s'agit d'une fortification qui a été édifiée, bon, je vais vous passer les éléments de chronologie relative, mais qui a été édifiée entre, en gros, le 5e et le 9e siècle, sur le sommet de la montagne, probablement sur une fortification précédente en briques crues de l'âge du bronze moyen. On a pu faire un sondage et on a découvert un mur en pierre taillée. Alors actuellement, personne n'avait jamais découvert cette forteresse parce qu'elle subsiste sous la forme de buttes de terre crue ou de buttes de cailloutis, parce que les pierres des murs ont été complètement réutilisées, probablement à l'époque médiévale, pour construire la ville d'Alep. La suivante. Donc, à la fin de la période d'occupation de Kinasrin, on a retrouvé simplement des traces d'une occupation à l'intérieur de l'acropole fortifiée. Donc, entre le 9e et le 11e siècle, on a une réduction très forte
de l'étendue de la surface occupée dans la ville, et l'habitat vient se réfugier à l'intérieur de la fortification de l'acropole sur un point bien sécurisé. Et les seuls éléments de cette même période qu'on retrouve ailleurs sur le site sont des stèles funéraires qui montrent que des nécropoles se trouvaient dans ces secteurs auparavant occupés par de l'habitat. Alors les raisons de l'abandon de la ville sont probablement à chercher dans l'abandon de la région environnante qui fournissait les matières premières. Par exemple, je vais donner un exemple, ce sera plus simple. La région de la calcidique était mise en valeur par l'agriculture, par des aménagements hydrauliques, etc., qui permettaient de produire essentiellement des olives, de la vigne, donc du vin. Suite aux destructions de la reconquête byzantine au milieu du Xe siècle et également suite à la modification de la politique agricole par les Hamdanides, donc la dynastie régnante au milieu du Xe siècle, les arbres ont été coupés et comme c'est une région aux ressources hydriques aléatoires, quelques mauvaises années de mauvaise pluviosité ont entraîné l'assèchement des terrains et l'impossibilité de cultiver. Quand vous avez des arbres, vous pouvez les exploiter pendant plusieurs années, même si une année il pleut moins, mais pour les céréales, voilà, c'est une des hypothèses qui a été développée pour expliquer l'abandon de la région au Xe siècle. Et au XIe siècle, on n'a plus qu'une occupation sur le sommet de l'acropole. Et à ce moment-là, le centre régional n'est plus la ville de Kinasrine, mais la ville d'Alep, dans laquelle s'est toujours situé le centre du pouvoir politique et économique de la région. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, je demandais maintenant à Jérémy Chitecat de nous... Merci. Donc, voilà. On va passer dans une région qui est tout autre, la péninsule arabique, avec deux grosses différences assez fondamentales. La première différence, d'abord, va être documentaire, puisque en péninsule arabique, on notera qu'on ne connaît quasiment pas de plan de ville en extension, donc assez peu de documentation qui illustre les formes urbaines. Deuxième grosse différence documentaire, c'est qu'on connaît assez peu de sites sur lesquels la transition de l'occupation pré-islamique à la période islamique est attestée. Et donc on a du mal à voir justement l'évolution aussi des formes urbaines sur le long terme. L'autre différence, elle, est régionale, à savoir que nous n'avons en général que des villes modestes, de petite dimension, contrairement aux exemples qu'on a pu voir ici, entre 5 et 10 hectares bien souvent, ce qui est assez limité. Et des villes qui ne connaissent quasiment pas de période, de phase d'urbanisation concertée, comme on a pu le voir avec les exemples de Bosra, d'Apamé, etc. Donc des exemples ici très différents. L'urbanisation de l'Arabie, par ailleurs, arrive à une période assez tardive par rapport aux régions du Proche du Moyen-Orient. C'est un processus qui s'opère au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc ici, on est plutôt à ce qu'on appelle couramment l'âge du fer. C'est-à-dire que les villes apparaissent ici 2000 ans après les régions, 2-3 000 ans après les régions plus septentrionales. Et elles apparaissent dans un contexte géographique et historique particulier. Alors, diapo suivante. Le premier élément important dans cette région qui est extrêmement aride, c'est la présence de l'eau. Et donc, le processus d'urbanisation va s'opérer soit dans les régions qui reçoivent des pluies de mousson, cette région ici en verte en bas de la carte, qui reçoit des fortes précipitations en été, qui permettent des cultures en terrasse, comme on le voit ici sur cette photo prise au Yémen, ou dans les régions de l'intérieur, ici, des basses vallées qui reçoivent les écoulements de crues dans les wadis, dans les oueds, qui permettent aussi des mises en culture de ces vallées. Ça, c'est le premier élément. Deuxième contexte un peu particulier, c'est le contexte historique dans lequel apparaissent ces villes. Donc, diapo suivante.
Elles apparaissent, comme je le disais, au premier millénaire. C'est une période de changement qui est assez radicale. C'est une période où l'on voit apparaître également l'écriture et où l'on voit les tribus qui sont établies dans ces régions se fédérer au sein de grands royaumes, dont je vous ai mis ici quelques exemples. Hadramaout, Kataban, le royaume de Saba, qu'on connaît par le personnage mythique de la reine de Saba, royaume de Maïn. Donc dans ce contexte un petit peu particulier vont apparaître ces villes modestes et non concertées que j'évoquais. Je vais vous montrer 4 exemples de ces villes à travers des travaux que j'ai été amené à effectuer sur le terrain en collaboration avec d'autres chercheurs. Le premier exemple, alors à chaque fois je vous ai mis une petite carte qui localise le site et puis les datations de son occupation. Le premier exemple, c'est donc ce site de Makaïnoun ici qui se trouve, comme je le disais, à la convergence ici de Wadi et qui permettait aux populations de récupérer ces crues par des grandes structures de dérivation, des levées, des canalisations qui permettaient de mettre en culture tout le centre de la vallée. Et au centre de cette vallée, donc un site principal Makaïnoun qui a borné son territoire ici, c'est un élément intéressant, par des sanctuaires. Donc on a une série de temples sur le pourtour du terroir agricole qui bornent et marquent ce territoire. Alors sur la diapo suivante, on voit en gros le plan assez modeste de ce site, une zone centrale fortifiée assez vierge de construction, une esplanade avec un complexe religieux au sud de cette esplanade, et puis alentour une série de petites structures éparses, de structures d'habitat domestique éparses. Donc ici, un urbanisme, encore une fois, assez modeste et non concerté. Sur le site suivant, on se déplace ici donc sur les Hautes-Terres, une région de culture en terrasse. On voit l'installation ici d'une ville assez importante. C'était une capitale d'une des grandes tribus du royaume de Himyar, qui s'établit donc non pas sur les zones de culture en terrasse, mais sur un affleurement rocheux, sur les pentes d'un affleurement rocheux, pour dégager un maximum de place pour l'exploitation justement des zones cultivables, avec ici concentration d'un habitat sur un plateau, donc de maisons-tours. Je vous montrerai plus tard quelques exemples. Un édifice monumental, ici une grande terrasse monumentale qui constituait l'avant-cour d'un palais qui s'appuie sur la pente de ce relief. Et puis ici, donc, un système défensif qui est assez original, qui n'est pas constitué d'un rempart autonome, mais simplement de murs que l'on va construire entre les affleurements rocheux pour bloquer les passes qui donnaient accès à la partie centrale occupée. Donc une sorte de forme de fortification assez modeste. Sur le site suivant, il sera lui beaucoup plus original, c'est le site de Najran qui se trouve en Arabie Saoudite, à la frontière du Yémen, qui, point commun avec les sites précédents, donc, se trouve au débouché d'un oued extrêmement important qui permettait la mise en culture, qui comporte également un habitat fait de maisons-tours, comme sur le site précédent, mais avec des traits extrêmement originaux. Tout d'abord, le système défensif, qui est simplement fait de la juxtaposition des structures d'habitat. Ce sont des maisons-tours avec un soubassement qui était aveugle, et la juxtaposition des soubassements offrait un système de fortification à ce site. Deuxième point ici original pour ce site, qui le distingue de quasiment tous les autres que l'on connaît dans la région, c'est cette fois-ci une ville vraisemblablement fondée à une période donnée, d'où sa forme extrêmement régulière, carrée, d'où un axe de circulation central ici qui coupe le site en 2 parties égales, et l'orientation des structures qui est identique sur l'ensemble du site. Donc nous avons ici affaire à l'une des très rares villes fondées d'Arabie méridionale, pour des raisons historiques particulières, mais qui m'emmèneraient trop loin par rapport au temps qui est imparti. Sur le dernier site que je souhaiterais présenter, nous passons ici en Arabie déserte, au cœur de l'Arabie saoudite. Il s'agit du site de Yamama, sur lequel nous travaillons depuis quelques années, qui est occupé de la période pré-islamique à la période moderne, jusqu'à 1800 de l'ère chrétienne, mais dont nous n'avons ici en surface que les formes de l'habitat des périodes les plus récentes, période abbasside et période moderne, où l'on voit des phénomènes de concentration ponctuelle. Alors le site fait à peu près 1 kilomètre du nord au sud, et l'on voit des concentrations ponctuelles de ces structures d'habitat qui ne montrent pas ici une ville extrêmement dense, mais plutôt une ville qui est faite de sortes de pôles d'habitat séparés par des espaces vides. Je vous ai mis sur la diapositive suivante un détail de cette zone où l'on voit justement donc, ces structures qui s'agglutinent les unes aux autres plutôt de manière assez irrégulière. Une grande mosquée ici que vous voyez sur cette photo aérienne qui est
très excentré par rapport au reste du site, hein, et on sort ici du modèle justement de la grande mosquée au centre du site qui était évoqué au début de la discussion. Et puis, absence d'un système de fortification, mais de longs murs ici qui semblent plutôt définir un parcellaire. Ce sont des murs assez modestes, 80 cm d'épaisseur, des murs en briques crues, qui définissent des parcellaires tantôt occupés de structures d'habitat, tantôt vides. Alors, de manière générale, quels sont les points communs à tous ces sites? D'une part, donc, comme je le disais, un accès à des ressources en eau, soit au débouché de Wadi, soit dans des zones où on peut mettre en culture des terrasses agricoles irriguées par les pluies de mousson. Un urbanisme qui n'est jamais concerté, c'est simplement l'agglomération progressive des structures d'habitat qui constituent la ville, à l'exception de Najran que j'évoquais précédemment. Et de manière générale, donc, des villes qui ne comportent qu'un échantillonnage très faible de structures. Ce sont soit les maisons, soit des systèmes défensifs, soit des structures religieuses, la grande mosquée. De temps à autre, nous trouvons des structures palatiales, mais qui ne sont jamais que des maisons beaucoup plus monumentales. Et en revanche, absence, contrairement à ce que l'on voyait sur les autres sites de Syrie, d'édifices de spectacle, d'édifices de bains, d'édifices à vocation économique ou commerciale clairement identifiés. Donc ici, des choses très différentes. Voilà. Merci beaucoup de cette présentation de travaux encore assez peu connus du grand public, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, avant de lancer la discussion, en fait, nous nous étions dit que vous pouviez être intéressé par un site dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, donc Palmyre. Et voilà, on en a beaucoup parlé comme d'une ville antique, romaine, classique. Et donc, Mario Dilrousset, en fait, a préparé ces 3 diapositives pour donc vous présenter, vous rappelez que à nouveau, Palmyre, hein, comme les autres villes dont on a parlé, est une ville dont l'histoire s'inscrit dans la longue durée, hein, puisqu'on connaît maintenant beaucoup mieux la ville hellénistique qui s'étendait donc au sud du Wadi, hein, et puis que l'on connaît donc bien la période romaine, une période byzantine durant laquelle la ville reste importante. Et puis, depuis les travaux récents d'un chercheur qui s'appelle Denis Génequan, on connaît on commence à connaître mieux la période islamique de Palmyre, donc la période omeyyade et abbasside. Et donc là, c'est une image un petit peu emblématique en fait, et qui pourrait pratiquement ouvrir la discussion, enfin voilà, du même et de l'autre. Hein. Donc ça, vous avez la grande rue à colonnade de Palmyre, qui est très connue, et qui correspond à ce que l'on a vu aussi à Apamée ou à Bostra. Et puis là, donc, vous avez ce que l'on appelle un souk, enfin, ce que les archéologues appellent un souk, c'est effectivement un ensemble de cellules à vocation commerciale qui sont installées sur la chaussée, donc en empiètement sur la chaussée, appuyées sur les colonnes du portique. Et puis, donc, tu peux rappeler la période? Alors, le souk est daté de la période omeyyade. Les collègues polonais ont fait des fouilles dans 2 des boutiques et l'ont daté du 7e siècle. Voilà. Et puis, donc, à Palmyre, toujours, dans le centre civique, en fait, de Palmyre. Donc là, vous avez le tétrapyle que vous voyez sur la photographie précédente, le fameux souk. Et dans cet édifice d'époque romaine, donc a été aménagée, donc à l'époque omeyyade, une mosquée, voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, alors on a ces 2 éléments qui sont le souk et la mosquée, qui sont en fait les éléments constitutifs de la ville arabo-islamique que Catherine évoquait en introduction. Mais il y a également d'autres éléments qui sont déjà le groupe épiscopal qui continue à être en activité jusqu'au Xe siècle à Palmyre, et puis des maisons qui ont été fouillées un peu partout dans le camp de Dioclétien, au nord, au sud de la Grande Colonnade, qui montrent qu'à l'époque omeyyade, la ville de Palmyre était encore largement occupée, avec une vocation économique très marquée, notamment par la construction de ce souk,
et donc que l'activité de commerce des caravanes était toujours effective. On retrouve d'ailleurs ce type de souk associé, enfin non loin de la Grande Mosquée, dans d'autres villes, par exemple à Beissan, Cytopolis, ou non loin de là, à Ressafa, Sergiopolis. Merci. Donc nous avions prévu plusieurs, disons, un débat entre nous, mais je pense qu'on va peut-être passer assez rapidement aux questions du public. Et donc, je vais peut-être quand même essayer de rassembler les principales questions qui peuvent se poser. Donc, ce que nous avons vu, c'est éventuellement quelles pouvaient être les difficultés finalement posées par l'étude de ces processus d'évolution des espaces urbains, dans la mesure où, justement, il y a une stratification des périodes qui peut produire des situations extrêmement embriquées comme à Bosra, ou bien une quasi, disons, disparition des vestiges comme à Calcis. Au-delà de ces difficultés méthodologiques sur lesquelles on peut, disons, s'interroger, se poser des questions, effectivement, l'intérêt de l'étude des traces dans le paysage pour reconstituer un paysage urbain, par exemple. Ce qui est en jeu dans les exposés, en fait, c'est souvent la question de la notion même de fondation de ville. On se rend compte qu'aucune, excepté peut-être Najran, justement, toutes les villes qui ont été présentées, y compris Apamé, qui normalement est l'exemple même de la ville fondée à l'époque hellénistique, ce sont en principe, ce sont donc des agglomérations qui, en gros, existent déjà depuis longtemps au moment où donc elles reçoivent une extension urbaine. On peut s'interroger aussi sur la notion d'urbanisme spontané ou agglutinant que vous avez utilisé, et sur les relations entre donc la création d'un réseau orthonormé et cette espèce d'urbanisme spontané, avec donc se pose la question peut-être des régularisations à Bosra. Il semble qu'on ait affaire à un ensemble d'extensions, enfin une série d'extensions régulières, et puis ensuite donc à des modifications, mais qui finalement apparaissent elles aussi très, très concertées en fait. Voilà. Et puis et ça c'est alors intégrer. Enfin, on ne peut pas dissocier de cette question disons, il faut articuler à cette question celle justement des souks, de la transformation, effectivement. La transformation, est-ce que c'est vraiment une transformation, en fait, disons, du fait que les rues à portiques, qui étaient certainement des espaces commerciaux, deviennent, disons, le lieu d'aménagement de véritables marchés. Et c'est quelque chose qui apparaît assez tôt, finalement. Voilà. Et enfin, un point qui pourrait être... que Marie-Odile vient de commencer à aborder, c'est la question de la place des édifices religieux, et en particulier de la place des mosquées, l'insertion des mosquées dans l'espace urbain. Donc là, il nous reste 20 minutes, donc on peut peut-être... Oui, donc Marie-Odile, je ne sais pas ou Jérémy... Oui, je voulais juste revenir brièvement sur cette question. En fait, on avait évoqué Sauvager au début, et la question de... l'idée de Sauvager et des orientalistes en général, c'était cette idée que c'était un peu moins joli à l'époque islamique, et que cette belle trame régulière, ces beaux édifices étaient un peu altérés au début de l'époque islamique. En fait, on a là, je pense, un changement qui correspond à un changement général dans la société, et qui se traduit dans l'urbanisme, dans l'image des villes. C'est-à-dire que ce n'est plus le côté monumental et esthétique qui prévaut au début de l'époque islamique, mais même à la fin de l'Antiquité, puisque en fait, ces changements apparaissent dès le IVe siècle, c'est-à-dire les empiètements sur la rue, etc. Mais ce qui prévaut, c'est plutôt l'économie, les zones artisanales, et ça induit des changements dans l'architecture, et donc le quartier économique se développe à proximité du cœur de la ville, qui est l'édifice religieux. Mais ça peut être la mosquée, mais ça peut être également la cathédrale, dans les cas de villes qui sont reconquises, par exemple, à l'époque des croisades,
ou dans lesquelles des villes de l'Antiquité tardive. Moi, je voulais peut-être revenir sur le problème de la fondation d'une ville, et peut-être même sur le mot de fondation. Nous sommes tributaires pour cela, évidemment, d'un certain nombre de textes antiques. Mais je voudrais rappeler que l'historiographie a aussi montré que certains textes ont été manipulés, que l'on prête à qui on veut bien prêter, et que si l'on suit par exemple Appien, il attribue 59 fondations de villes à Séleucus. Malalas encore bien plus, mais manifestement le texte est assez corrompu comme souvent dans la tradition de Malalas. Mais 59 fondations pour Séleucus. Or, rien que pour Apamée, nous savons par ailleurs, nous avons au moins 3 noms antiques pour la ville. Alors il y a le nom. En principe, elle s'appelle Apamée parce que la femme de Séleucus s'appelait Apama. Et donc il a appelé Séleucide Pierri de son propre nom et il a appelé Antioche du nom de son fils Antiochos. Donc il y a un système tout à fait caractéristique de l'époque hellénistique. À la même période, il y a des Lysimacheia pour Lysimaque, etc. Et Antigoneia pour Antigone. Donc c'est vraiment le processus de fondation. Maintenant, attention, ce ne sont pas des fondations ex nihilo. Hein. Pour Apamée, on sait par ailleurs qu'elle s'était appelée avant Pella. Pella, c'est les tout premiers Macédoniens, comme dit Strabon. Hein. C'est-à-dire la génération pratiquement avant. En tout cas, au moins une quinzaine d'années avant. Et nous avons la preuve archéologique à différents endroits sur le site qu'il y a eu une ville avant Apamée, fondée soi-disant en avril 300-299, hein, c'est à cheval sur l'année actuelle. Nous avons du matériel datable des alentours de 320-315. C'est-à-dire qu'il y a Pella est en fait une fondation d'Antigone. Et nous savons par ailleurs qu'elle s'était appelée avant Pharnaké. Pharnaké, donc apparemment un nom grec mais perse. Hein. Donc il y a une ville gréco-perse qui précède aussi, qui n'est peut-être que sur le tel, sur l'acropole. Hein, et pas sur le plateau. Sur le plateau, rien avant les années 300, autour de 315. Donc il faut faire très très attention à nos textes, à ce que représente véritablement le processus de fondation d'une ville, hein, auquel on a parfois trop prêté attention. Il y a des nuances à apporter, et précisément ces superpositions de couches que l'on trouve dans nos fouilles montrent bien que c'est dans la longue durée qu'il faut voir les choses et pas la fondation d'un tel ou d'un tel à tel ou tel moment. En fait, je crois qu'il faudrait laisser un peu de temps pour les questions du public, là, maintenant. Donc, s'il y a des questions... Normalement, il y a quelqu'un avec un micro dans la salle qui doit... Oui, voilà. Donc, pas de questions. Dans l'Arabie saoudite et le Yémen, ce sont des régions qui sont évidemment en dehors du monde gréco-romain, de l'Empire romain. Mais est-ce qu'on y remarque des influences, des relations avec la culture gréco-romaine, et lesquelles, par exemple, dans vos recherches? Dans l'urbanisme et dans l'architecture, on ne trouve pas d'influence gréco-romaine, si ce n'est dans quelques décors architecturaux, décors de palmettes au début de l'ère chrétienne. L'influence gréco-romaine se fait sentir dans le monnayage, ce sont des imitations des tétradrachmes, et dans l'art, dans la sculpture principalement, où là on retrouve soit des importations, soit des imitations locales fortement influencées de l'art hellénistique oriental ou romain. Mais en tout cas, du point de vue architectural, non, ça ne se fait absolument pas sentir. On est dans des traditions vernaculaires qui sont assez durables et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les formes d'habitat traditionnels qui perdurent. Si je peux peut-être juste rebondir sur... Il y avait une image de structure d'habitat antique, justement, sur cette question de la continuité que j'avais mise tout à la fin.
où on peut voir, voilà, ici vous avez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les maisons tours que l'on trouve en fouille. On trouve en général que des soubassements en pierre qui sont assez imposants. Je ne sais pas s'il y a le pointeur qui est quelque part par ici. Le pointeur. Le pointeur. Voilà, ce que l'on retrouve en fouille, bien souvent, c'est un soubassement en pierre qui nous donne une idée assez peu précise de la forme de cette architecture. Et nous avons la chance d'avoir une peinture murale qui provient du site de Cariat El Fao, qui date du début de l'ère chrétienne, qui représente justement une de ces structures. Or, on voit par la forme ici, avec une superstructure en briques crues, avec une armature de bois et puis des étages successifs et une petite salle au sommet, que c'est exactement la forme des maisons-tours que l'on trouve encore aujourd'hui au Yémen, qui sont encore bâties, par exemple à Sanaa. Alors à Sanaa, c'est un peu particulier parce qu'elles sont exclusivement en pierre, mais on retrouve exactement les mêmes formes architecturales sur 2000 ans de temps, et on peut même remonter encore à un millénaire plus tôt pour l'origine de ces formes architecturales. Donc vraiment une très longue continuité ici. Je voulais juste demander s'il n'y a pas de traces épigraphiques, parce que tout ce que vous nous avez montré, c'est que les plans, les pierres, etc., ou des historiens qui rapportent des voyageurs. Mais est-ce que sur place, il y a des traces qui nous indiquent quelque chose? Oui, alors, vous voulez dire pour la fin de l'Antiquité, oui, c'est l'âge d'or de l'épigraphie grecque et latine au Proche-Orient, enfin grecque. Non, mais c'est-à-dire sur tout ce que nous avons vu maintenant, c'est intéressant parce que pour les profanes, il faut un effort d'imagination très important. Je pense que c'est très satisfaisant pour vous quand vous découvrez des plans, des choses comme ça. Et nous, c'est le contraire, c'est très frustrant, disons, parce que je me demandais s'il y a sur les pierres des traces, par exemple, d'écriture sud-arabique, des indications. Par exemple, vous dites qu'il n'y a pas de fondation de ville. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des indications pourquoi on a fait ça à tel moment, etc. Enfin, les gens qui alors justement, ici, il y a un exemple du site de Marrakech qui est aussi au Yémen, vous l'avez sur la carte, du rempart de ce site, sur lequel ici vous avez une très longue inscription en sud-arabique qui commémore par une tribu qui est une des tribus importantes du royaume de Maïn, qui était donc établie dans cette région du Djouf, qui commémore la construction d'un fragment du rempart, donc d'une courtine et d'une tour, en la revendiquant au nom de la tribu. Et chaque tour et courtine est commémorée par une inscription, c'est-à-dire que chacun des clans ou des tribus qui constituent ce royaume, quand je dis royaume, ce sont des fédérations de tribus, on est encore un peu loin du royaume tel qu'on pourrait l'imaginer à des périodes postérieures, vont marquer leur importance par des constructions qui vont se voir dans le tissu urbain et commémorer ces constructions par des inscriptions sur le rempart, de manière à rendre cette construction ostentatoire dans une certaine mesure. Et on a énormément effectivement de textes commémoratifs pour toutes les édifications architecturales. Énormément de constructions sont commémorées par un texte, que ce soit la construction d'une maison, d'un barrage, d'une structure hydraulique autre, d'un rempart. Et c'est extrêmement fréquent. L'épigraphie, en tout cas en sud-arabique, commémore soit des faits politiques, des conquêtes, soit des dédicaces à une divinité, soit des constructions. Et c'est vraiment un des trois grands thèmes que l'on va retrouver dans l'épigraphie. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Dans ces cas-là, on va... Ah oui. Merci. Vous avez montré tous ces sites assez extraordinaires. Est-ce que actuellement ils ont le danger d'être encore détruits par les guerres? Est-ce que les sites sont en danger d'être détruits? Je crois que pour Apamé, hélas, c'est le cas. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur la Syrie. J'en profite pour faire une parenthèse sur le Yémen, parce qu'on n'en parle absolument pas. Il y a eu des destructions récentes extrêmement importantes qui ne sont pas le fait ce ne sont pas des destructions qu'on pourrait qualifier d'idéologiques, encore que je ne sais pas. Ce sont des destructions liées au bombardement saoudien. Le musée de Damar a été rayé de la carte avec 12 000 artefacts à l'intérieur.
il a été complètement bombardé, il n'en reste rien. Le barrage de Mareb a été bombardé, j'ai reçu des photos récemment. Une partie du barrage antique de Mareb, qui est le plus grand barrage de l'Ancien Monde, a été bombardé et partiellement détruit. Et ça, on n'en parle absolument pas dans les médias parce que actuellement l'opinion publique, enfin j'allais dire, l'intérêt est surtout tourné vers Palmyre, dont on attend avec impatience la vidéo qui sera montée par Daesh, qui montrera les destructions. Le Yémen, pour l'instant, on n'en parle pas. Est-ce que ce sont des destructions qui sont opérées par une armée régulière, ce qui est, je trouve, d'autant plus choquant. Je voudrais faire une petite intervention pour Palmyre. En ce qui concerne Palmyre, je tiens quand même à dire que depuis 4 ans, il y avait déjà eu des passages de l'un à l'autre entre le gouvernement et l'opposition. Donc il y avait déjà eu des dégâts. Bon, disons que ça a été monté un peu trop, je trouve, faire un peu trop de publicité, parce que ça peut aussi être contre-productif de montrer un intérêt excessif pour Palmyre. Et je défends Palmyre puisque j'y ai travaillé, mais je tiens aussi à dire que la plupart de ces sites comme Apamé, comme Doura Europos, comme Mari et d'autres villes ont subi énormément de dégâts. D'autre part, pour revenir à Palmyre, les dégâts qui ont été faits à la fois par les bombardements de l'armée légale et par l'opposition. Heureusement, d'une certaine manière, Mamoun Abdelkarim, qui est le directeur général des Antiquités, avant la dernière arrivée de Daesh, a évacué le musée de Palmyre. Donc la plupart des statues ont été mises à l'abri pour provisoire, parce qu'il faut voir après ce qui va se passer. Et il ne restait plus que l'homme préhistorique, qui était une reconstitution et qui choquait un petit peu dans ce musée. Malheureusement, on ne peut pas mettre en boîte l'ensemble du site, l'ensemble des sites. Donc là, on est quand même un petit peu démunis pour la défense des sites. La Daesh a fait une déclaration en disant qu'il ne s'en prendrait pas aux sites, mais aux statues. D'autre part, on sait aussi qu'il y a des pillages qui sont à la fois dus à la population qui cherche à survivre et peut-être à vendre du matériel pour avoir un peu d'argent. Je tiens aussi à dire que Daesh prend un pourcentage sur la vente. Donc à ce moment-là, il y a exploitation des sites archéologiques pour le marché des antiquités. Et comme avait demandé Mamoun Abdelkarim, et comme l'appel qu'il a fait à l'UNESCO, c'est de ne pas acheter le matériel. Certains m'ont dit « Ah ben au moins comme ça on le sauve ». Mais le matériel provenant de fouilles sans aucune indication, c'est un matériel qui est perdu aussi au point de vue historique. Voilà, donc je voulais simplement faire cette petite intervention sur Palmyre. Merci beaucoup. Donc, Christiane Delplace, qui est une collègue qui effectivement a beaucoup travaillé à Palmyre, voilà, donc elle a répondu à la question. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, pour répondre peut-être plus précisément à Madame, je vous renvoie tout simplement au site de Google Earth. Vous cherchez Syrie du Nord et vous arrivez sur le site d'Apamé et vous verrez le résultat. Il y a, sur les 3/4 du site, je ne sais pas trop pourquoi rien sur le 4e quart, mais sur les 3/4 du site, vous avez entre 3000 et 5000 trous de fouilles clandestines. Entre 3 et 5000 trous de fouilles clandestines. C'est pratiquement comme des sondages de fouilles régulières. Ça a l'air d'être des trous d'environ 5-10 mètres de côté, les uns à côté des autres. Je pense qu'il n'y a plus rien à sauver au plan historique de ces 3/4 de la ville-là. Ces 3/4-là de la ville, plutôt. Voilà. Ah, il y a une question qui sera peut-être la dernière, hein, mais voilà, bien sûr. Juste une question sur l'Arabie Saoudite. Est-ce
que vous avez répertorié le nombre de sites qui ont été déjà découverts et d'autres à découvrir, sachant que ça reste quand même un pays un peu fermé par rapport à tout ce qui est fouilles archéologiques. Voilà. Alors c'est un pays qui était fermé jusqu'à il y a une dizaine d'années, qui s'ouvre depuis 10 ans aux missions internationales, qui permettent maintenant de connaître un peu plus en détail certaines régions. Par ailleurs, le pays a fait l'objet d'une prospection assez globale. Alors évidemment, ça n'a pas couvert la totalité du royaume, mais enfin de grandes parties, au début des années 80, fin des années 70, début 80, qui était une prospection états-uno-saoudienne. Et à cette époque-là, à peu près 600 sites antiques ont été répertoriés, ainsi qu'un certain nombre de sites préhistoriques et islamiques. Là, je n'ai pas de chiffres précis en tête parce que nous n'avons pas accès aux bases de données concrètes. Nous avons fait une base de données qui reprend les résultats de ces prospections sur la période antique, où on en a compté à peu près 600. Donc on en connaît déjà pour l'instant quelques centaines. Il y en a plusieurs milliers. Il suffit de regarder les images satellites pour voir un très grand nombre de nécropoles, de tombes en pierre sèche qui datent de l'âge du bronze, de l'âge du fer, qui couvrent une très large partie du pays. Donc énormément de structures qui ne sont pas encore répertoriées. Mais on commence à avoir une idée quand même un peu plus précise, disons entre guillemets des gros sites archéologiques urbains ou des grands établissements. Et là, ils ne sont pas extrêmement nombreux de manière générale. Pour la période antique, on peut compter une douzaine de grands sites urbains qui sont presque tous actuellement l'objet de fouilles par des missions soit franco-saoudiennes, germano-saoudiennes, américano-saoudiennes principalement. Et je citerai par exemple le plus connu d'entre eux qui est Medaïn Saleh, Egra, qui est un site nabatéen, qui est une sorte de petite Pétra de l'Arabie Saoudite. Il y a le site de Taïma aussi au nord de l'Arabie Saoudite, qui a hébergé le dernier roi néo-babylonien, Nabonide, qui est fouillé par une mission germano-saoudienne. Et puis le site donc, de Najran que je montrais fait l'objet aussi de fouilles là, exclusivement saoudiennes. Actuellement, le site de Qaryat al-Faoud, d'où vient la magnifique fresque aussi, enfin, c'était un des éléments. Il y a d'autres fresques qui sont connues. Le site de Qaryat al-Faoud a été fouillé de longues années par les Saoudiens. Donc voilà quelques sites maintenant que l'on commence progressivement à connaître qui sortent de l'ombre, principalement au cours de ces 10 dernières années quand même. Voilà, mais je crois que nous avons atteint la limite du temps qui nous était imparti. Donc il ne me reste plus qu'à remercier les membres de cette table ronde.